et elle renvoie à chaque fois à au moins deux problématiques qui sont la partialité de celles et ceux qui jugent, qui instruisent, qui enquêtent, l'IGPN d'un côté, c'est-à-dire la police des polices, des juges de l'autre, qui peuvent être indépendants, mais en fait qui travaillent toute la journée avec la police, et donc il y a des liens avec la police qui se font. Est-ce qu'on peut être impartial dans ce cas-là? Mais ces affaires policières, elles renvoient aussi évidemment à la problématique de l'impunité. Alors évidemment, on ne peut pas se contenter d'une vision purement punitive des violences policières, mais il faut rappeler à quel point l'absence de justice pour les victimes et leurs familles est importante, notamment parce que, et ça j'avais travaillé sur ce point-là, et ça on ne peut pas y faire grand-chose, en tout cas à part travailler nous-mêmes notre propre langage, c'est que ces victimes de violences policières, elles sont souvent criminalisées, qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient mortes. On va ressortir leur casier judiciaire, on va montrer à quel point c'était des délinquants, etc. Ça, c'est des choses extrêmement graves. Donc, d'un côté, vous avez une victime qui est criminalisée, et de l'autre, un policier auteur de violences policières qui bénéficie de verdicts de clémence, d'acquittement, voire qui n'est pas jugé, ou qui est jugé des années plus tard pour du sursis. Donc là, à mon avis, il y a vraiment un chantier, si on travaille sur les violences policières, je crois qu'il y a vraiment un chantier urgent, très important à faire sur le traitement judiciaire des affaires de violences policières. Alors, c'est prendre le problème à la fin, j'en ai bien conscience. Il faudrait à la fois travailler sur l'amont, empêcher ces violences-là, mais il faut aussi travailler sur l'après, parce que ça joue aussi sur les relations police-population. Si on se préoccupe des relations police-population, voilà, on peut ne pas s'en préoccuper par ailleurs, mais si on s'en préoccupe, on sait à quel point les violences policières, les contrôles aux faciès, le profilage racial produisent des effets délétères, notamment des effets délétères sur les individus racisés. Je pense que c'est quand même important de le prendre en compte, et le non-traitement judiciaire des violences policières y participe. Donc là, il y a tout un tas de possibilités. Il faudrait vraiment discuter de ça, notamment avec des magistrats. Mais il y a par exemple la possibilité très difficile de retirer les enquêtes à l'IGPN, qui est la police des polices. Il faudrait peut-être prendre exemple sur ce qui se fait à l'étranger. Je pense notamment au Royaume-Uni, enfin en tout cas en Angleterre et au Pays de Galles, où vous avez un organisme indépendant qui va être chargé des enquêtes. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette institution-là, je peux vous donner le nom, mais vous le connaissez sans doute, c'est l'Independent Office for Public Conduct, donc l'IOPC. Les gens qui sont à l'intérieur de cet organisme et les gens qui sont à la tête de cet organisme n'ont jamais travaillé pour la police. C'est des gens comme vous et moi, enfin comme vous et moi peut-être pas, mais en tout cas des citoyennes et des citoyens qui n'ont rien à voir avec la police, et je pense que ça change tout, même si ça pose énormément de problèmes en termes d'enquête, puisque si on écoute ce que disent les juges, l'IGPN font un travail d'enquête important. Donc il y a à la fois la question du travail concret, de l'enquête, de l'instruction, et puis la question de la partialité, être jugé par ses pairs, on voit bien ce que ça peut donner. Et puis il faudrait peut-être réfléchir à la justice ordinaire qui juge les policiers, c'est-à-dire est-ce qu'il faudrait créer ou non, je ne sais pas, des juges spécialisés dans les violences policières, c'est-à-dire des juges qui ne dépendraient pas de la police pour leurs autres affaires, pour leurs affaires courantes. Alors ce seraient certainement des juges en début de carrière, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils aient eu affaire à la police avant. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose dont il faut parler rapidement et sur lesquels il faut vraiment réfléchir, ce serait ça. Si je devais insister sur quelque chose aujourd'hui, ce serait ça. Voilà. Je ne veux pas être trop longue. Et évidemment, je me tiens à vos dispositions pour les questions. Très bien, merci. Et je laisse maintenant la parole du coup à Slim Benachour. Ah, je crois que votre micro est coupé. On va mettre le micro. Le réactiver. Ouais, alors je disais, comme j'ai peur d'être long, je vais mettre mon chronomètre à 10 minutes. Merci d'abord d'organiser cette audition qui me paraît essentielle dans le contexte qu'on connaît. Ma contribution va se circonscrire à la problématique du contrôle d'identité. Quand on parle du contrôle d'identité, alors ça touche historiquement et fondamentalement, Vanessa le rappelait, les populations, les minorités visibles. Mais pas seulement aujourd'hui. Donc ça, c'est, je dirais, mon terrain d'expertise depuis une dizaine d'années. Et il se trouve que le contrôle d'identité a une telle importance dans la pratique policière que c'est la pratique, c'est le quotidien de beaucoup d'entre nous, mais directement ou indirectement d'ailleurs. Et puis, c'est aussi la voie d'entrée très souvent à la violence, au moins verbale.
Je pourrais rappeler ce qu'est le contrôle d'identité à la française, parce que c'est rarement qu'un contrôle d'identité. Il y a des palpations, il y a des fouilles, c'est un package. Je voudrais juste dire, parce que je considère qu'il est acquis qu'on a un problème sur les contrôles d'identité en France, qu'il est acquis qu'il est très souvent illégal. C'est le fameux contrôle de routine qui n'existe pas dans le code de procédure pénale et qui, d'après les statistiques, que ce soit le CNRS, le défenseur des droits, il s'agit globalement, quasi exclusivement, des contrôles au faciès. Je ne veux pas non plus revenir sur le fait qu'il est acquis aujourd'hui, pour les personnes qui s'y intéressent, que le contrôle d'identité de routine, c'est un contrôle qui est inutile, qui est inefficace, qui est dangereux pour la population, pour les policiers eux-mêmes, et qui est coûteux pour la collectivité nationale. On pourra évoquer les pourcentages qui existent et comptaient au plus haut niveau des autorités policières sur le fait qu'il y a pratiquement 96%, plus de 96% des contrôles d'identité qui ne permettent d'élucider rien du tout. Et puis les 4 autres pourcents, Vanessa y faisait référence, eh bien vous avez l'outrage et rébellion, c'est-à-dire un contrôle illégal qui provoque une infraction et dont la victime est le citoyen qui peut se retrouver au tribunal correctionnel. Et dans ces 4%, on dit qu'il y a des suites après le contrôle. Mais la suite, elle peut être un constat d'innocence. C'est-à-dire qu'on peut, après un contrôle d'identité, se retrouver en garde à vue et pour autant faire l'objet d'une erreur et le contrôle ne sert à rien. Ce contrôle, malheureusement, et c'est pour ça aussi que je vous remercie d'organiser cette audition, elle a un impact très fort politiquement. Parce que si elle touche, en tout cas dans ma pratique, principalement les personnes racialisées, elle touche tout le monde, elle concerne tout le monde, au-delà de la solidarité qu'on doit, bien évidemment, quand on parle de racisme, qu'on doit avoir, il ne faut pas opposer les populations, mais les contrôles d'identité, ils se passent devant les copains, devant les collègues, devant les gens. Et donc, ça nous touche tous, et y compris les gens qui ne se sont jamais contrôlés et qui ont très souvent la tentation de considérer qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que si on contrôle toujours les jeunes perçus comme étant des quartiers, c'est qu'il y a nécessairement un problème. Et là, on parle de quelque chose qui est très, très, très sérieux politiquement, c'est la propagation du racisme banal. Voilà, alors les solutions, Vanessa y a fait référence, il faut nécessairement, parce qu'on est dans une boîte sur le plan politique, historique, sur notre relation avec la police, il faut sortir de cette boîte, il faut aller voir ailleurs, tout simplement. Vanessa a fait référence à la Grande-Bretagne, il y a les États-Unis, bien sûr, il y a le Canada, il y a une partie de l'Espagne. Et pour les solutions, parce que je suis déjà à 4 minutes, les solutions, vous le savez vraisemblablement, je suis très informé, nous travaillons avec des militants, des juristes depuis plus de 10 ans, et nous avons décidé, actant nos propres échecs. Alors les propres échecs, c'est le plaidoyer, c'est les engagements du candidat Hollande sur le récépissé de contrôle, sur la fin des contrôles au faciès. C'est aussi le constat que, eh bien, sur le plan institutionnel, c'est compliqué pour des législateurs de faire avancer la problématique. Faisons le constat aussi qu'il n'y a pas de politique publique sur les discriminations raciales. Alors, il y en a un peu sur l'égalité femmes-hommes, il y en a sur le handicap, pas toujours satisfaisant, mais ça existe. Et là, on est dans un angle mort de la République, c'est la discrimination, en tout cas sur ce vous demandez d'intervenir, c'est la discrimination raciale. Alors, comme c'est un angle mort et que ça n'existe pas officiellement, eh bien, c'est très compliqué. Et c'est la raison pour laquelle, avec de nombreuses associations que je pourrais citer, mais pareillement, je vais économiser notre temps, 6 organisations, nous avons décidé de faire une action de groupe, une class action contre l'État français, afin de dire ça suffit.
Ça suffit parce que même des déclarations bienveillantes visant à reconnaître l'existence d'un problème avec les contrôles d'identité, l'existence de contrôles au faciès, les paroles, elles suffisent à un moment donné. Vous avez des personnes qui souffrent quotidiennement des contrôles au faciès, des contrôles d'identité. C'est la raison pour laquelle nous avons fait une action de groupe. Une action de groupe, vous le savez, ça n'a pas pour vocation de demander des dommages-intérêts comme la tradition juridique en France nous y oblige. Eh bien là, nous avons un ovni sur le plan judiciaire, juridique, qui nous vient du monde étranger, encore une fois, sortir de sa boîte. Et c'est la fameuse class action qui, bien, si l'État n'engage pas des réformes sérieuses sur la problématique des contrôles d'identité, eh bien, un juge lui imposera ces réformes. Et ce n'est pas simplement des injonctions qu'on peut connaître quelquefois devant le juge administratif, oui, devant le juge administratif. Il s'agira, grâce à la nomination à l'occasion d'une décision de justice imposant des réformes immédiates et futures, d'avoir une personne idoine, un rapporteur, un moniteur qui mettra en place cette réforme qui est voulue de tous, ou en tout cas d'une grande partie d'entre nous, et qui contraindra l'État à se réformer, parce que c'est vrai que envisager les solutions entre autorités politiques et syndicats de policiers, en oubliant le peuple, c'est sûr qu'on ne peut pas avancer comme ça. Donc, vous l'avez compris, nous utilisons un moyen qui est un moyen éminemment démocratique et respectueux de l'état de droit, c'est-à-dire le droit. Parce que tout le reste à ce jour n'a pas fonctionné. Pour autant, même si nous sommes juristes et que les militants ont monté le dossier, on valorise et on est même très heureux que vous mobilisiez. On souhaiterait bien évidemment qu'il y ait d'autres partis ou d'autres législateurs qui nous sollicitent. Mais voilà, le parti pris, ça a été lancé le 27 janvier dernier. Il y a 4 mois normalement de discussion avec l'État. À partir de la fin mai, nous serons donc libres d'engager, quand on souhaite, une procédure contre l'État afin de lui imposer une réforme du contrôle d'identité. Voilà, je vous propose à 9 minutes de vous redonner la parole et je suis à votre disposition. Top, merci beaucoup. Moi, j'ai plein de questions qui me viennent, mais vas-y, Daniel, je te laisse la priorité. Oui, ben, rapidement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses. Moi, j'aurais bien aimé vous entendre, monsieur Maître Benachour, sur la remarque que vous avez faite sur l'absence de politique publique en matière de lutte contre les discriminations raciales. Est-ce que vous pourrez élaborer ce que vous entendez par politique publique? Parce qu'en fait, il y a des discours politiques sur le sujet, et il existe aujourd'hui une législation qui, de ce que nous avons aussi retenu des précédentes auditions, est éclatée et nécessiterait certainement d'être rassemblée. Nous, on va travailler sur cette piste de rassembler un peu le droit antidiscrimination pour le donner plus de visibilité et faciliter en plus les démarches, mais il existe un certain nombre de dispositifs. Donc, est-ce que de votre point de vue d'ailleurs, ces dispositifs sont suffisants et il faudrait certainement les compléter? On a évoqué des mesures, mais qui sont plutôt d'ordre réglementaire, que ce soit sur le récépissé, enfin, qui peuvent être de l'ordre réglementaire. Donc, il y a le droit, mais du coup, qu'est-ce que vous entendez par l'absence de politique publique de manière un peu précise? Qu'est-ce que, selon vous, devraient être des politiques publiques de lutte contre les discriminations, à travers un ou deux exemples? Et puis, bon, après, je reviendrai sur l'action de groupe, mais peut-être déjà là-dessus, pour moi, c'est ce qui m'a interpellé. D'accord, non. Alors, je faisais référence, c'était le débat sur, d'ailleurs, c'est un débat très, très actuel, hein, sur le racisme.
le racisme qui permet d'ailleurs de parler du mot race, du fait de la façon dont on considère l'universalisme en France, c'est-à-dire un universalisme qui n'est pas vraiment universaliste, hein, qui s'intéresse de façon peu concrète, peu quotidienne aux réalités des gens. Je vous parlerai par exemple de mon quotidien professionnel, qui est le quotidien, moi je suis mandataire, donc il y a des mandants, et les mandants c'est les vrais gens, et les vrais gens, par exemple, ce sont les personnes qui ont du mal à trouver du travail, qui ont du mal à évoluer. Et on voit bien que s'il est possible d'avoir des indicateurs pour évaluer la situation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans une entreprise ou le développement du travail des personnes handicapées, rien n'existe sur la discrimination raciale. Et là, on touche à un problème social, à un problème de racisme, à un problème de discrimination. Et de ma perspective, le problème est assez simple. Hein, une différence de traitement, je n'ai pas besoin d'entrer dans les débats assez délétères aujourd'hui pour vous dire que la discrimination raciale, ça existe, que ce n'est pas nécessairement la même chose que le racisme, mais quelquefois l'origine de la discrimination, c'est le racisme, mais c'est aussi l'organisation sociale. Je suis absolument convaincu qu'il y a des policiers qui font des contrôles d'identité sans être racistes. Vous avez d'ailleurs aussi des policiers racistes qui ne font pas de contrôle d'identité, c'est-à-dire qu'ils sont conscients quelquefois de leurs préjugés, mais soit l'histoire, soit l'organisation sociale. Vanessa a fait référence à la politique du chiffre. Très clairement, j'ai plus intérêt à Barbès de contrôler une personne que je perçois comme pauvre, qui est depuis des heures à agiter des paquets de cigarettes. J'ai plus intérêt à le viser lui plutôt qu'à faire une enquête sur une agression sexuelle sur une femme sur la voie publique. Donc on a tous ces éléments-là, que ça soit dans le champ de la relation police-citoyen, au travail, dans les loisirs, un énorme problème de différence de traitement. Et on se refuse d'avoir des indicateurs. Je vous renvoie, et je renvoie les personnes qui nous écoutent, au très beau rapport qui a été fait par la CNIL et le Défenseur des droits sur le fait qu'on peut tout à fait avoir des indicateurs sans mettre en place un référent ethno-racial comme dans certains pays. On peut tout à fait préserver notre façon d'être, mais en étant sérieux sur la lutte contre la discrimination raciale qui implique des indicateurs, qui implique un travail. Je vous dirais, l'aiguillon, c'est l'égalité professionnelle. Il y a des bilans sociaux, il y a des rapports de situation comparés, il y a des indicateurs, et on discute encore d'indicateurs. Pour être plus précis, ces indicateurs, ils n'existent absolument pas. Encore une fois, il y a des gens de très bonne volonté qui vous diront ben oui, mais si on fait ça, on reconnaît des catégories ethno-raciales. Non, c'est pas vrai. Et puis vous avez des gens qui sont d'une totale mauvaise foi et qui vous dire ben non, il ne faut rien faire, parce que bien évidemment, dans l'opacité et dans l'absence de compréhension des problèmes, prospèrent les privilèges et les inégalités. Excusez-moi, Daniel, j'étais un peu long. Non, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on se pose la question, sur les violences policières, on se pose la question du bout de chaîne, de la répression et donc du coup du traitement judiciaire, et de se dire que s'il y avait un traitement judiciaire plus efficace, peut-être que ça dissuaderait des gens. Bon, on a quand même remarqué en matière pénale en général que ça fonctionnait pas plus que ça. C'est pas parce qu'on met des choses dans le code pénal et qu'on condamne des gens qu'ils arrêtent de commettre des infractions. Bon. Par contre, il y a une vertu qui est souvent sous-évaluée et qui est celle de la prévention dans tout un tas de domaines. Donc c'est la question aussi, c'est comment on fait de la prévention dans ces domaines de préjugés discriminatoires. Est-ce que vous pensez que juste en mettant le paquet sur la formation, et quand je dis ça, ce serait déjà beaucoup, vu le point de départ dans lequel on se trouve, est-ce que ce serait un point important? Est-ce que c'est finalement des préjugés qui sont uniquement pour les professionnels du droit et pour les policiers? Ou est-ce que finalement, c'est pareil que dans le reste de la population générale? Peut-être Vanessa Condaccioni, si vous avez fait des analyses sur
En fait, depuis les années 70 au moins, vous avez soit des groupes militants, soit des chercheurs qui ont essayé justement de réfléchir aux discriminations raciales suite à une intervention policière, au profilage racial notamment discriminatoire, et qui proposaient effectivement de mettre le paquet sur la formation, mais aussi de recruter des individus racisés, accentuer le recrutement d'individus qui sont les cibles de la police, pour permettre justement de limiter ces préjugés raciaux, ces préjugés racistes, les stéréotypes, et par ailleurs la formation aussi de ce point de vue-là. Donc ça, c'est vraiment ces deux aspects-là, le recrutement et la formation. Mais allez-y, maître. Non, je voulais dire que alors les exemples à l'étranger nous montrent que la formation, bien sûr, c'est une bonne idée, mais ça peut être la pire des idées si on ne change pas d'écosystème. Il faut absolument que la police n'ait pas seulement comme fonction de constater les infractions et de pourchasser les auteurs. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il est bien rappelé que la police a aussi comme fonction de garantir nos droits fondamentaux. Et nos droits fondamentaux, Vadessa y a fait référence tout à l'heure, le fait d'aller et venir, c'est une liberté, et c'est vrai que, par exemple, la politique du chiffre vient entraver ces libertés. Donc c'est vraiment un écosystème qu'il faut changer autour du service public, autour d'une police au service du peuple, et ça implique d'une part que les dispositions légales, et je sais que votre parti y a déjà dépensé beaucoup d'énergie, eh bien il faut absolument que le cadre légal soit restreint, il faut que le mot discrimination apparaisse d'une façon ou d'une autre. Il faut, alors c'est probablement ce qui a été mal compris de la part du défenseur des droits, vous avez plusieurs contrôles d'identité. Le contrôle administratif ne se justifie absolument pas. Il n'existe pas en Allemagne, sauf dans un land. Le contrôle selon lequel je peux contrôler qui je veux en tant que policier parce qu'il y a un risque à l'ordre public, l'ordre public, il faut qu'il y ait quand même soit une commission d'infraction ou soit la personne soit sur le point de commettre une infraction. Et je vous le dirai à mes amis, notamment juristes qui sont un peu dubitatifs, regardons comment font les policiers dans mon quartier du 8e arrondissement de Paris. Il ne leur viendrait jamais l'idée de contrôler quelqu'un qui n'a pas un comportement objectif lié à une commission d'infraction. Et que moi, je ne vais pas me faire contrôler, a priori. Oh, j'ai des doutes, Hugo. Non, évidemment, je blague. C'est la barbe. Voilà. C'est la barbe. Voilà. Mais quand j'étais plus jeune, je me suis fait contrôler. J'avais les cheveux longs et je ne m'habillais pas en costume. Voilà. Donc, non, mais il faut revoir le cadre légal. Il faut, à mon avis, aussi qu'il y ait des circulaires, que les parquets rappellent que la discrimination, notamment raciale, c'est inacceptable. Il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur les contrôles juste à la sortie de l'école ou en visite scolaire. Il faut qu'il y ait une vraie traçabilité, parce que c'est aussi bon pour le policier d'ailleurs. Et puis pour un état de droit et une démocratie, il faut qu'on sache ce que font les policiers. Et puis d'ailleurs, on demandera, vous le verrez, on demande à ce que toute cette traçabilité qui sera anonymisée, il faut qu'elle aille auprès d'une instance indépendante afin que vous, le législateur, puis d'autres, puissent contrôler aussi, puissent évaluer l'efficacité d'une police. Et l'efficacité, encore une fois, ça n'est pas de créer des infractions, c'est très souvent protéger les gens, et quelquefois, un bon policier, c'est quelqu'un qui se promène et qui dit bonjour. Il faut se le rappeler. Voilà, la formation, bien sûr, il faut des mécanismes indépendants aussi où on puisse se plaindre de contrôle de police. Et puis, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait un processus d'évaluation des policiers individuels et collectifs. Voilà, c'est tout un écosystème qu'il faut changer. Il faut changer de culture en appliquant simplement notre droit. On n'a pas changé nos principes. Liberté, égalité, fraternité, c'est quand même un sacré programme. Il faut juste être sérieux avec nos droits, c'est tout.
Je rajouterai, je compléterai complètement ce qui vient d'être dit, parce que, à mon avis, sur la problématique des contrôles d'identité, mais de les violences policières en général et de la répression en général, c'est l'aspect préventif et prospectif. C'est-à-dire, au cas où quelqu'un ferait quelque chose ou a fait quelque chose. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas contrôler des gens dans l'espoir qu'ils fassent quelque chose ou qu'ils aient fait quelque chose. Et c'est exactement la même chose enfin voilà, c'est une logique répressive, prospective, qui va chercher ses propres cibles, qui va chercher des infractions et qu'on retrouve partout. Et je pense que ça passe effectivement par ce que vous disiez, le cadre légal, les circulaires, mais aussi la formation. Et est-ce que vous pensez qu'on en fait suffisamment, même en amont? Parce que je réfléchissais, j'ai eu dans ma courte expérience de jeunesse, moi j'étais attaché d'administration au ministère de l'Intérieur, et avant ça, dans mon école de formation d'attaché, l'Institut régional d'administration, j'ai été envoyé en stage pendant 2 mois et demi, 3 mois, 2 mois et demi, à l'École nationale de police à Roubaix, Roubaix M. Ok. Et il y en a plus que 10 des écoles de police, et il y en a pas à Paris, par exemple. Alors que Paris est le plus gros consommateur de policiers, on va dire ça comme ça, en effectif, en nombre, et l'Île-de-France avec son priorité. Et les candidats qui passent le concours, ce sont pas les jeunes dont on est en train de parler qui se font contrôler. Ceux-là, comment on fait pour qu'ils aient envie de passer le concours si on veut qu'ils puissent rentrer dans la police? Alors, j'ai déjà moi-même quelques éléments de réponse à ça, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que ça me semble être un objectif intéressant, qu'il n'y ait pas d'autocensure d'une partie de la population quant à ces missions qui sont d'intérêt général. Ça, c'est une question extrêmement compliquée, parce que ça voudrait dire modifier l'image de la police et la perception de la police. Ce qui voudrait dire aussi, ça c'est presque la fin, c'est-à-dire il faudrait éliminer toutes les discriminations, l'arbitraire, la répression, pour que des gens aient envie d'être policiers, c'est-à-dire aussi changer l'image du métier et changer le sens du métier. Et je rejoins ce qui a été dit sur le rôle de la police, qui n'est plus au service de la population, mais qui est contre la population. Mais il faut savoir quand même que la police est, pour une certaine catégorie de la population, pour les classes populaires, c'est aussi une forme d'élévation sociale, d'ascension sociale d'être policier pour certaines familles. Donc on voit notamment dans les concours, il y a peu d'individus racisés, mais il y a quand même ce facteur d'ascension sociale qui est important à signaler. Mais je pense que pour ça, il faut vraiment tout revoir. Comment donner l'envie à des gens d'être policiers dans le contexte français actuel? Mais surtout qu'on voit que ceux qui sont racisés dans la police aujourd'hui sont victimes même de discrimination. Enfin, je me souviens encore l'exemple qui m'a le plus marqué, choqué, c'est celui de Rouen, du policier de Rouen, qui a diffusé le groupe WhatsApp sur lequel il s'était retrouvé. Enfin non, un de ses collègues lui avait donné des échanges sur WhatsApp où on parle de lui, bon, avec des gens complètement tarés là-dessus, hein, des suprémacistes, enfin, je veux dire, là, en plus, on coche absolument toutes les cases de délit possibles et imaginables, en passant par la détention d'armes à feu et la volonté de sédition. Bon, donc ça allait extrêmement loin. Mais c'est sûr qu'on se dit que, en plus, c'est pas eux qui ont des médailles, quoi. C'est pas ceux qui ont dénoncé leurs collègues racistes qui ont des médailles. La question, c'est qui compose la police, mais aussi qui la représente. Et on pourrait s'interroger sur la place des syndicats de police aujourd'hui dans l'aggravation des tensions, dans la montée verbale, avec des syndicats de police qui étaient à gauche et au centre-gauche dans les années 80 et qui sont à droite, voire plus, si vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui, et qui ne jouent pas du tout le rôle d'apaisement, notamment en utilisant l'arme du droit, en portant plainte, en diffamant sur les réseaux sociaux. Donc, il y a aussi cette question-là des syndicats de police qui pourrait être l'objet d'une réflexion de votre part et de notre part aussi, sans doute. Quel rôle ils jouent dans la perception de la police et dans cette tension perpétuelle, en fait. Je souhaiterais juste dire un mot. Eu égard à l'expérience, il y a quand même une défiance très forte des jeunes des quartiers à l'égard du projet que vous pourriez envisager. Pour autant, ce n'est pas impossible. Moi, je sais que vous pourriez l'interroger, l'un des jeunes de la gare du Nord que M. Coquerel avait soutenu, a fait les démarches pour être cadet et pour être policier. Vous lui demanderez quelle est la réponse qui lui a été faite. Maintenant, encore une fois, c'est une question d'agenda. Vous pouvez avoir des gars pas racisés qui font très attention, mais c'est le système qui les pousse à contrôler
et à cette violence. Deuxièmement, les minorités qui intègrent la police, et là on a de très bonnes expériences aux États-Unis, notamment les commissariats les plus durs aux États-Unis peuvent être dirigés par des Afro-Américains. Pour vous dire que c'est vraiment un système, c'est vraiment une philosophie qu'il faut changer, et elle doit être partagée, parce que oui, on peut considérer qu'en ayant des personnes issues de l'immigration maghrébine, subsaharienne, ça pourrait changer les choses, mais enfin, si les objectifs, les promotions sont liées aux standards actuels, eh bien, on le sait, un noir ou un arabe peut discriminer également et peut même, vous savez, il y a une expression en anglais, c'est token, peuvent servir de caution. Donc, il faut faire très, très attention. C'est pour ça que je pense que on doit s'intéresser, et je sais que je peux être critiqué pour le dire, mais c'est un peu l'expérience étrangère qui m'invite à le partager avec vous, c'est que ça sera compliqué d'avancer sur ces thèmes-là si vous n'avez pas des policiers qui sortent du bois. Alors, vous en avez certains aujourd'hui qui sortent. Ce sont des gens extrêmement courageux, parce que la protection, même des lanceurs d'alerte, elle n'est pas optimale en France. Mais moi, je suis absolument convaincu qu'il y a un lien entre les conditions de travail des policiers, sur la perte de sens de leur boulot, et le sort qu'on réserve aux jeunes, à la jeunesse française. Ce n'est pas l'entier problème, mais il ne me paraît pas fou de dire que quand on n'a pas de sens, on est mal formé, quand on est violenté, hein, leurs conditions de travail quelquefois sont terribles, eh bien ça ne contribue pas justement à réaliser cet objectif aussi de la police, c'est-à-dire de respecter, garantir nos droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, on doit les respecter, les policiers doivent les respecter, ils doivent même les garantir, et je fais partie des gens qui pensent qu'ils doivent même les réaliser. Voilà, ils doivent faire en sorte, c'est l'un des maillons qui doivent faire en sorte que l'état de droit est une réalité, qu'on vit en démocratie. Et on voit bien que c'est très compliqué, ça sera très compliqué pour nous d'avancer si vous n'avez pas des policiers qui parlent de leurs conditions de travail et qui parlent justement de ces objectifs dont parlait encore une fois Vanessa, c'est-à-dire la politique du chiffre et toute l'organisation sociale et l'inscription aussi de cette histoire policière dans son histoire coloniale et postcoloniale, bien sûr. Évidemment. Je ne sais pas, Daniel, si tu as une question. Non, mais en fait, moi, peut-être sur nous, l'aspect un peu de travail parlementaire et au-delà qu'on veut faire, et avoir vos retours, bien sûr, en sachant qu'on se permettra de vous recontacter quand on aura écrit et fait des propositions pour que vous puissiez aussi nous donner vos avis, et on suscitera aussi peut-être vos références, les sources de travaux qu'on n'aurait pas encore eus. Mais là, en fait, tout de suite, je me demande, dans ce qui est dit, en vérité, on sait, en fait, on connaît, en fait, les mesures qu'il faudrait mettre en place. Nous-mêmes, on les a présentées depuis 3 ans dans des amendements de réforme. Donc, en fait, en vérité, je pense à ça parce qu'en ce moment, il y a le dit Beauvau de la sécurité qui est, de mon point de vue, une énième opération de communication, alors qu'en fait, le diagnostic, il est connu, et même les propositions existent. Et du coup, je me demande de ce que j'entends, c'est la volonté politique et la stratégie politique, non pas simplement la volonté, mais de la conception qu'on a de à quoi sert la police. Et ça m'a beaucoup interpellé ce que vous disiez, Maître Benachour, le fait de dire que, en fait, la police, elle doit garantir nos droits et libertés, en fait. Elle est au service de la population, mais elle doit garantir. Et je pensais à ça parce que dans une des auditions, on a eu un échange sur le fait le code de déontologie, sur le fait de est-ce que il faut le réécrire pour réinclure la question des droits et libertés, qui a été enlevé depuis Valls, ou alors en fait resserrer sur en fait les missions, et puis on
on introduit en fait une philosophie générale, on reconstruit une philosophie générale à partir de circulaires et d'orientation politique générale. Je voudrais avoir votre avis en fait sur ça. Est-ce que vous pensez qu'il faut, en gros, dans la pratique policière, resserrer véritablement sur les fonctions de manière simple, ou alors il faut, y compris dans la formation, en fait, élargir en fait la formation initiale et continue, voilà, pour garantir les droits fondamentaux, il faut les connaître, il faut être formé à ça, il faut savoir, etc. Donc, je voulais avoir votre avis. Est-ce que les deux sont incompatibles? Est-ce que les deux… Perso, je ne pense pas, mais… Voilà, les deux ne sont pas forcément incompatibles. Il faudrait certainement mener de front les deux. Moi, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Vous le savez, pour être policier, on en parle beaucoup aujourd'hui. Au Danemark, c'est 3 ans. C'est quelques mois en France. Alors, je vais en profiter, et même au-delà des parlementaires que vous êtes, je vais vous renvoyer vers le site Ma Rue Mes Droits, qui accompagne l'action de groupe. Et c'est l'occasion pour moi de dire quand même, de saluer les organisations que vous connaissez, MCDS, Réagis, Pas à Pas de Belleville, Human Rights Watch, Open Society Justice Initiative et Amnesty International, qui ont décidé justement de porter cette action de groupe et qui portent aussi ce message de réalisation de nos principes, du respect, de la garantie et de la réalisation des droits fondamentaux. J'ai bien aimé votre introduction, c'était les violences policières, mais également l'égalité. Effectivement, ça pose une question de droits fondamentaux. Vanessa l'a abordé. Moi, j'y ajoute, du fait du contrôle aux faciès, la problématique de l'égalité. Non pas que Vanessa ne l'ait pas, ça ne soit pas dans le message de Vanessa, mais aujourd'hui, c'était les violences. C'est important pour moi de faire en sorte que les policiers soient en connexion avec la société, je vous dirais, fassent des sciences sociales. C'est-à-dire qu'ils soient conscients de quel environnement, dans quel environnement ils sont, de la force, la violence dont ils peuvent être les porteurs. Ça implique une formation, ça implique un commitment, comme on dit, un engagement d'un très haut niveau de conscience morale et de compréhension de la société qui passe nécessairement donc par une formation assez longue. Et je pense qu'on a besoin peut-être de moins de policiers, contrairement à ce qu'on pense, mais plus conscients. Interroger les policiers sur l'importance de la patrouille et donc des contrôles d'identité et donc de ces interactions qui peuvent quelquefois, vous le savez, terminer de façon dramatique. Il faut que, voilà, on pense à tout ça, il faut qu'on les aide. C'est pour ça que votre travail il est important. Je ne sais pas aussi, vous parlez du Beauvau de la sécurité, une enquête parlementaire, alors je sais qu'il y en a, mais quelque chose qui puisse replacer la problématique de l'activité policière comme un vrai service public, comme une fonction qui garantit nos droits, oui, c'est abordé. Enfin, non, ça n'est pas abordé. Ça pourrait être abordé à l'occasion d'enquêtes parlementaires. Ça pourrait bien évidemment être abordé dans le cadre du Beauvau. Voilà, il faut juste nous reconnecter à nos principes. Encore une fois, ces principes, ils existent pour toutes les personnes qui ne sont jamais contrôlées, qui ne subiront jamais les violences policières. Mais aujourd'hui, vous êtes une personne racialisée, vous êtes un militant, vous faites des manifestations, vous êtes en situation de risque. Et ça, c'est une violation flagrante avec nos principes, nos idéaux. Je vous dirais, je n'aime pas le terme parce qu'il est devenu terrible, mais être français, c'est quoi? C'est exactement ce dont on est en train de parler. C'est être porteur d'idéaux et d'essayer de les réaliser. Ça n'est pas la police d'aujourd'hui. C'est absolument pas la mission de la police. Pardonnez-moi, je peux être très long.
On est sur la formation, je pense qu'il y a quelque chose à faire, notamment, c'est très juste ce que vous disiez, et peut-être introduire effectivement plus de sciences sociales et plus de sciences sociales critiques, et pas des chercheurs complaisants. Et ah bah là, il y a il y a du boulot. Bah déjà qu'il y a des chercheurs tout court, même les chercheurs complaisants, ils sont pas très nombreux. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire, l'ENM fait parfois ce travail en demandant à des chercheurs plus critiques même de diriger des sessions de formation, des choses comme ça. Le jour où ça arrivera dans la police, peut-être que déjà on aura vu que ça aura bougé. On n'en est pas là. Oui, oui, je me suis fait raconter parce qu'il y avait eu l'histoire de Sébastien Rocher qui était à l'École nationale des officiers de police, Depuis 20 ans. qui a été remplacé par ailleurs par Christian Moana. Donc je ne sais pas si c'est moins radical que Sébastien Rocher d'ailleurs, mais il m'expliquait que en fait, en plus, les formations qui sont données à l'école des officiers, c'est pour ceux qui veulent, en même temps que leur formation d'officier, valider une formation universitaire en parallèle. C'est pas tous les élèves officiers qui passent dans cette formation. Moi, bêtement, je me suis dit, ben voilà, c'est pour tout le monde, quoi. Mais même pas. Même ça, c'est trop leur demander, quoi. Ça me semble tellement déconnecté C'est déconnecté. C'est pour tout le monde d'avoir une pensée critique, quoi. Soit Par d'accord, pas ailleurs, d'accord, peu importe, justement, mais c'est utile. je vous disais tout à l'heure par ailleurs qu'il y avait, dès les années 70, des propositions de réforme qui étaient recruter plus de racisés, accentuer la formation. Et puis la troisième chose, mais qui était en lien avec la formation, c'était, c'est ce qui a été dit aussi, c'était faire voir aux policiers la réalité vécue, mais même des personnes qui sont leur cible, leur gibier, parce qu'ils sont complètement déconnectés des réalités sociales, en fait, du vécu des gens. Si je peux me permettre, je sais qu'il est déjà 14h05 et qu'on doit arriver à la conclusion, mais j'ai une toute petite dernière question pour abuser un peu de votre temps. C'est sur la police de proximité. On a eu 2 expériences de police de proximité dans l'histoire, celle mise en place par Jox dans les années 80, qui ensuite a vivoté, elle est des hauts, des bas, etc., qui a été complètement qui a été remise en partie sur pied par le gouvernement Jospin, sous une forme peut-être un peu trop centralisée, en tout cas c'est les critiques qui ont été ressorties. Mais est-ce que cette police de proximité, pour vous, elle résout une partie de l'équation? Ou est-ce que c'est, peu importe, c'est kiff-kiff sur les questions de discrimination? Le problème, c'est qu'elle a été enlevée. Et que vu l'état des rapports entre la police et la population, et en particulier des individus qui en sont la cible, je ne pense pas qu'une réintroduction de la police de proximité aujourd'hui, ce serait peut-être même tout à fait contre-productif. En tout cas, et en plus, ce sont des policiers qui pourraient être perçus comme des intrus, qui sont là pour surveiller. Donc, il y aurait peut-être un travail à faire en amont. En tout cas, il ne faudrait pas que ça soit si ça devait se faire, il ne faudrait pas que ça soit brutal, mais ça, c'est mon avis. Moi, je suis pour que les policiers fassent partie de la cité. Et faire partie de la cité, c'est... vous en parlez avec des policiers, ils vous disent, mais oui, il y a une telle défiance que très souvent, on ne peut pas bosser, on ne peut pas travailler. Des personnes qui souffrent ne vont pas se confier à nous. Et donc, il faut recréer du dialogue, de la discussion. Et il n'y a rien de mieux que la proximité. Donc, il faudra un message et des gens courageux. Et là-dessus, je crois que c'est vous, Hugo, qui avez fait référence, ou peut-être Daniel, à ce qui se passe en Angleterre. On le demande d'ailleurs dans l'action de groupe, c'est que eh bien, la population, les quartiers, soient associés à ce type de politique ou de pratique policière. Je crois qu'il y a une distinction à faire entre les enquêtes, les informations des policiers qui travaillent avec des juges d'instruction et des procureurs dans des enquêtes qui sont nécessairement confidentielles, secrètes. Mais dans la police dont on parle là, de maintien de l'ordre ou de tous les jours, il faut que la population soit associée. Et en Angleterre et dans d'autres pays, au Canada, vous avez des réunions fréquentes, tous les mois, tous les trimestres, pour parler des problèmes. Et notamment, les problèmes de discrimination raciale sont abordés, vous le savez,
très facilement en Angleterre, au Canada, aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'ils ne vivent pas avec l'illusion que l'universalisme, ça veut dire pas de racisme. Ce sont des modèles culturels de société, d'interaction qui intègrent le fait qu'une activité peut avoir un impact, quelle que soit l'intention d'ailleurs, un impact discriminatoire sur une population. Donc, moi, je suis moins craintif que Vanessa. Je mesure, et je pense qu'elle a raison, on est arrivé à un point, quasiment un point de rupture, mais il va falloir qu'on retisse du lien. Et je pense que grâce à des parlementaires comme vous, des ressources humaines, et moi j'ai une lecture qui est assez positive de ce qui est en train de se passer. Le système est en train de se défendre de façon extrêmement agressive et violente à l'égard du monde universitaire, à l'égard de toutes les personnes qui parlent d'égalité et de discrimination. Ça veut donc dire que le nerf est touché. Et donc, il s'agit de pousser davantage, d'être, en tout cas pour nous les juristes, d'être un peu plus malins sur les stratégies, mais on va y arriver. On lâche rien en tout cas. Ce sera le mot de la fin. Oui. Merci à tous les deux pour votre disponibilité et vos témoignages. Et merci à Daniel. Mais merci à vous. Beaucoup. Et on reste dans tous les cas, comme ça a été dit par Hugo, en contact, puisqu'on va mettre tout ça par écrit. On va essayer de trouver les formes diverses, donc législatives, mais aussi réglementaires, et puis en termes de plan de politique publique qu'on soumettra bien sûr à vous et aussi plus largement aux citoyens et citoyennes intéressés par ces questions pour les amendements avant le dépôt formel sous forme de proposition de loi, mais il n'y aura pas que ça dans ce qu'on aura à proposer. Merci, et puis merci aussi pour ce que vous faites comme travaux, puisque c'est en ce moment, c'est pas simple pour plein de raisons et pour beaucoup de gens, et en particulier de garder la tête froide et la boussole bien réglée. Et donc, c'est important de rappeler à quel point, y compris nous, pour le travail parlementaire que l'on fait, nous, depuis 3 ans, en fait, on s'est évidemment beaucoup appuyé sur les travaux des scientifiques, sur les travaux des associations, des collectifs et des juristes et des avocats. Et donc, c'est un bien précieux pour la démocratie et le débat parlementaire, s'il était beaucoup plus appuyé et alimenté par cela, ferait du bien à tout le monde, je crois. Et donc, merci en tout cas de produire autant de réflexion et d'intelligence collective. Et donc, on vous dit à bientôt à tous et toutes, et merci encore de votre participation. À bientôt. Et courage. À bientôt. Au revoir. À tout le monde.